Je me retrouvais dans ma chambre et j'avais créé mon univers. Ok Aline, en fait, t'as besoin de personne dans ta vie. Genre, vas-y, go, fonce et tu vas y arriver. Je me remets en question sur moi et je me dis, ok, maintenant, il faut que je pense à moi et je pars faire le GR20 en Corse. Tu connais ? Bonjour à tous et bienvenue dans Vous, le podcast où on parle des parcours extraordinairement ordinaires. Aujourd'hui, je reçois Aline, qui est coiffeuse professionnelle et maintenant aussi créatrice de contenu. Donc aujourd'hui, on va présenter son parcours, son histoire qui est un peu atypique. Donc je vous laisse avec elle. Coucou Aline, comment ça va ? Ça va, super, et toi ? Ça va bien. Vas-y, tu peux te présenter. Ok, alors moi c'est Aline et aujourd'hui on va parler de moi. Parfait, merci. Comment ça va ? Je suis hyper stressée, mais ça va le faire. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Donc aujourd'hui, on va parler de toi, on va commencer un peu de tout ça. Donc est-ce que tu peux te présenter ton nom, ton prénom, ton âge, un petit peu ton contexte familial d'enfance, comme si tu as des frères et sœurs, et puis voilà. Ok, du coup moi c'est Aline Sebag, j'ai 26 ans, j'ai ouvert du coup mon salon, j'ai un grand frère, 2 parents, jusque-là tout est normal. Ok. Tu es né où du coup ? Alors moi je suis née à L'Isle-sur-la-Sorgue, Ok. village pas très loin. Ouais, t'as fait quoi comme je suis restée toute ma vie à L'Isle-sur-la-Sorgue. Ok, très j'ai bien. fait mon école maternelle jusqu'à mon collège à L'Isle-sur-la-Sorgue et ensuite je suis partie. Ok, t'as des souvenirs un peu de ton école maternelle ou pas spécialement ? Ouais, j'ai un peu des souvenirs de quand j'étais petite. Après, moi, l'école, ça a été très très compliqué pour moi. L'école maternelle primaire, j'étais quand même quelqu'un d'assez timide et l'école, ça m'intéressait pas vraiment. Ok. Et tu étais dans quel contexte à ce moment-là familial ? C'était vous vivez dans la campagne, vous aviez une petite maison dans le village, tu avais des copains, des copines déjà de cette époque que tu as pu garder peut-être par la suite ? Alors, au niveau de la maison, on a toujours la même maison maintenant. D'ailleurs, j'habite juste à côté de chez mes parents et ça fait 20 ans qu'ils ont la même maison. On est une maison de ville. On avait une piscine, tout ça, quand même assez bien. Après, niveau amitié, ça a été très très compliqué. Petite, j'ai subi beaucoup de harcèlement à l'école. D'accord. Donc, j'avais pas de copines, j'avais pas de bande de copines. Mais ça, sur toute ma scolarité, ça a été ça. Ok. Donc ça a commencé déjà très jeune. Ouais, ça a commencé direct à la maternelle. En fait, j'étais très mince. J'avais déjà un profil atypique, donc blonde, très blanche, très mince, très grande, plus grande que tout le monde. Et quand t'es pas comme tout le monde, ça dérange. Et j'ai eu beaucoup de mal à me faire une place au milieu de tous ces gens. Et ça a été vraiment, quand je suis rentrée à l'école, ça a été très très brutal pour moi. J'étais très très proche de ma mère, donc disons que mon cocon c'était vraiment la famille, ma maison avec qui j'étais bien et j'avais très très hâte de devenir une adulte pour arrêter d'avoir tous ces problèmes-là d'école. Ok, d'accord. Et est-ce que tu avais un échappatoire en tant qu'enfant, une passion entre guillemets, un sport ou quelque chose comme ça qui faisait que ça pouvait t'évader entre guillemets quoi ? J'ai toujours fait beaucoup de sport, mais c'était pas vraiment mon échappatoire. Mon échappatoire, en fait, c'était de m'imaginer ma vie. Voilà, c'est-à-dire que je me retrouvais dans ma chambre et j'avais créé mon univers. Et alors là, je pouvais passer de maman de 4 enfants à princesse, à serveuse d'un restaurant, à banquière, et l'après-midi, jouer à la coiffeuse. Ok. En fait, je faisais plein de choses, j'étais une hyperactive, donc je m'occupais l'esprit et je m'inventais des amis. C'est-à-dire que quand j'étais chez moi, je parlais toute seule, je jouais toute seule, je jouais des fois même à la maîtresse ou à faire l'élève. Et quand je sortais dehors, c'était pour me retrouver avec mes fausses copines, parce que tout ça c'est imaginaire. Et genre là, j'étais trop bien quoi. Tellement que mes parents m'avaient offert une robe de princesse réelle, faite sur mesure à ma taille et tout, parce que j'avais envie d'être une princesse quoi. Ok. Et c'était quoi ton rêve du coup alors à ce moment-là quand tu voulais être grande, vu que t'avais hâte d'être grande, tu voulais être grande mais tu voulais faire quoi, princesse ? Ouais. Alors il y avait des jours où je voulais être princesse, mais quand même très vite est venue l'idée de monter ma boîte. Et très vite je me suis dirigée vers la coiffure parce que quand on emmenait mon frère en fait se faire couper les cheveux, je trouvais les coiffeuses hyper stylées. Et je me suis dit ok moi je veux être stylée. Et donc on rentrait style l'après-midi à la maison et là je transformais ma chambre en salon de coiffure.
Et donc, j'accueillais mes clientes. Bonjour, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Exactement ce que je fais maintenant. Je voudrais ça et tout. Oui, pas de problème. Et je passais mon temps à parler devant mon miroir, en fait, avec rien. Et genre, heureusement que mes parents m'ont pas pris pour une folle à ce moment-là, parce qu'il y avait... ça déraillait quand même pas mal. Et là, j'étais bien. Et le lendemain, quand il fallait aller à l'école, mais une boule au ventre de me retrouver face à des gens qui pouvaient me juger et de me dire, oh là là, mais est-ce qu'ils vont m'accepter? Est-ce que si je parle en classe, genre, est-ce qu'on va pas m'abattre à coups de couteau? Enfin, vraiment, c'était horrible pour moi de... Ok, ouais. Les trucs de groupe, genre... Ouais, les travails de groupe. Ouais, les travails de groupe et tout. Non, je détestais, je n'allais plus en cours. Okay. Ou aller à la piscine, devoir être en maillot de bain et tout, je n'y allais pas. Ok. Et mais il y avait pas d'autres filles dans ta classe je dis filles, peut-être des garçons, mais qui étaient un peu dans le même, un peu reculés comme toi et avec qui tu avais pu allier un peu d'amitié ou autre? Alors, j'ai toujours eu une copine. À chaque fois, chaque année, je me faisais une copine dans ma classe. Et notamment, Amélia, ça a été ma meilleure amie, je crois, en CP, CE1. Et en fait, du jour au lendemain, à chaque fois, on se disputait et plus personne me parlait. C'est-à-dire qu'elle montait en fait un clan contre moi et je me retrouvais seule. Et mon angoisse à l'heure actuelle et qui est depuis toute petite, c'est la peur de l'abandon et la peur d'être seule. Ok. Et ça, je travaille un peu sur moi et tout, mais c'est fou. Ouais, non, mais je comprends. Et puis, de toute façon, tout est lié par rapport à ce qu'on a pu vivre en étant petit. Donc, ouais, je exactement. Comprends. Ok. Bon, une question un peu plus légère, du coup. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de petites croyances que tu avais quand tu étais petite j'appelle ça pendant longtemps j'ai cru que. Par exemple, j'ai un invité qui nous a dit que lui, c'était perdre les os. Il n'avait pas compris avant un petit moment ce que c'était de perdre les os. Okay, tu vois. Ouais. Moi, c'était des trucs comme ça. Est-ce que toi, tu avais des choses... Oui, je pense à peu près pareil. Ou alors, moi, c'était, les quignons de pain. Oui. On disait que ça faisait pousser les seins. Donc, je mangeais tous les quignons de pain. Ça n'a pas trop marché, mais... Ok. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout, donc ne faites pas ça. Ok, il y a peut-être d'autres astuces, mais pas celle-là. Très bien. Donc après, cette copine Amélia, pour revenir à ce que tu disais, cette copine Amélia que tu avais là, elle t'a suivi, c'était pendant le primaire, c'est ça? Ouais, en fait, on s'est suivis, donc maternelle, primaire, à peu près toutes ensemble. Et donc, il y avait plein d'autres filles, mais j'ai plus les prénoms. Mais en fait, après, très vite, même les garçons se sont mis à se moquer de moi. Enfin, j'étais vraiment la pestiférée, quoi. On faisait un anniversaire, j'étais la seule pas invitée. Enfin, vraiment compliqué. Et arrive le collège. Ouais. Et là, je me suis dit, OK, je vais me faire un nouveau cercle d'amis. Et en fait, l'histoire se répétait. C'est-à-dire que j'avais une copine, 2 copines, et puis très vite, elles arrêtaient de me parler, et toute la classe se mettait dos à moi, quoi. Mais ça a été des crises d'angoisse. Puis en plus, j'avais du coup, là, au collège, vraiment mon intention de devenir coiffeuse et d'ouvrir mon salon. Et donc, pareil, en fait, je m'imaginais ma vie. C'est-à-dire que je rentrais le soir, au lieu de faire mes devoirs, je m'imaginais gérante d'un salon. Et à ce moment-là aussi, je commençais un peu à tourner des vidéos YouTube, des vidéos de beauté. Et je suivais Enjoy Phoenix, qui, elle aussi, s'était fait harceler. Donc, je me retrouvais un peu en elle, mais j'ai jamais eu la force de publier quoi que ce soit. Ah, donc tu as fait... Il y a des archives de vidéos. Il y a des archives de vidéos de moi. Qui n'ont jamais été mis en ligne. Non, qui ne seront jamais mis en ligne parce que j'ai perdu le disque dur entre-temps. Enfin, je pense peut-être mon père, il doit l'avoir, mais on le retrouve pas. Mais c'est génial que tu t'aies créé ce petit monde à toi. Ouais. Je me retrouve dans ce que tu dis. Alors, pas pour le harcèlement, parce que j'ai eu cette chance de pas avoir de problème, parce que je faisais beaucoup de sport et j'étais bon en sport. Donc, du coup, j'avais les gens m'aimaient bien en soi. Ouais. Mais par contre, je me retrouvais, quand je rentrais chez moi, je jouais au foot tout seul dans le jardin et je faisais les 2 équipes, l'arbitre, tout ça. Je imprimais des contrats et il y a je ne sais pas où ils sont, mais il y a des enregistrements de moi, de conférences de presse, de matchs que j'ai joués tout seul dans mon jardin en aller-retour. Je faisais l'hymne national comme ça et c'était trop bien. Et c'est vrai que maintenant, d'avoir un enfant, je fais en sorte qu'il fasse ça et qu'il apprenne à s'amuser tout seul dans sa tête, parce que c'est très important pour la création et c'est pas pour rien que d'ailleurs on arrive à faire des choses, à imaginer plein de choses, et il y a des personnes qui n'arrivent à imaginer rien du tout et on s'en rend compte en grandissant qu'il y a des personnes qui sont
qui sont pas créatifs. Ils sont pas créatifs, ils sont dans leur tête. Et si on leur dit, tu fais ça, ils font ça, mais ils imagineront rien derrière. Ouais. Donc bon. Donc arrivé au collège, excuse-moi, je reprends pour toi, mais arrivé au collège, donc tu dis changement de tout. Est-ce que tu te rappelles d'un prof ou d'une prof avec qui ça s'est bien passé ou d'une matière que tu aimais bien, par exemple, faire? Non, en fait, je voulais tout changer, mais rien ne changeait autour de moi. C'est ça le problème. Et non, les profs, ça a été horrible. Dès que j'ai dit qu'en fait, je voulais être coiffeuse, avant, la coiffure, c'était une voie de garage. Oui. Donc, de toute façon, ta seule ambition, c'est d'être coiffeuse. Oui. Et un jour, je me souviendrai toute ma vie de ça. Mon prof d'histoire m'avait dit ça et j'avais dit, vous, votre seule ambition, c'était d'être prof. Bon, pas de préjugés là-dedans, mais en fait, ça m'a fait du mal et je me suis dit, mais en fait, ça veut dire quoi que genre je choisis une voie professionnelle parce que est-ce que j'ai les capacités ou pas, ou est-ce que ça me plaît vraiment? Oui, c'est ça. Tu vois? Et donc là, rebelote, en fait, de nouveau perdu, de nouveau à me dire, mais en fait, les gens de ma classe, c'est des gens immatures. Parce que forcément, moi, vu que je baignais beaucoup avec les adultes, mes parents me trimballaient partout, je suivais ma mère de partout. À 12 ans, j'étais prof de step avec ma mère, tu vois. Et en fait, j'étais dans le monde des adultes et j'avais encore plus hâte d'être dans ce monde des adultes, quoi. Et genre, mes potes, ils faisaient des soirées, j'étais jamais invitée. Enfin, ça a fait que se répéter. Je me suis dit, mais bordel, ça me saoule que ça me se répète. Mais parce que quand tu étais dans le monde des adultes, peut-être aussi, les gens disaient, regarde comme elle est trop bien, Aline, elle est gentille, elle est belle, elle est forte, et ça. Et du coup, tu te sentais valorisée dans cet endroit-là, alors que tu ne t'es pas avec toi dans le complètement. Complètement. Mais la force que j'ai eue, c'est quand même mes parents m'ont toujours soutenue et genre je trouvais refuge vraiment auprès de mes parents, quoi. J'avais pas cette bande de copines, mais j'avais mes parents. Ouais. Et toi et ta copine, c'était toi, ton imagination? Ouais, moi et mon imagination. D'ailleurs, elle s'appelait Léa et quelques années plus tard. Léa. non, quelques années plus tard, j'ai rencontré une Léa. C'est devenu ma meilleure amie et à l'heure actuelle, on ne se parle plus. Voilà. Mais et Léa, dans ta tête, elle n'est plus non plus. Léa, ma Léa imaginaire aussi, des fois, j'écris à Léa imaginaire. Voilà. J'ai toujours mon cahier intime de quand j'étais ado. Et tu écris encore un peu des trucs dessus? Ouais, j'écris beaucoup. C'est bien. Ouais. Okay. Dès qu'il m'arrive des choses, de trucs de fou dans ma vie, j'écris. Ok. Et passé donc au collège, est-ce que à ce moment-là, tu me disais que tu fais des cours de step avec ta mère et tout ça, mais est-ce que tu t'es mis dans un sport ou dans une activité à côté du collège qui t'a permis aussi de faire autre chose? Ouais, je faisais des majorettes. Ok. D'accord. Ah non, mais j'ai une vie, je faisais des majorettes et je défilais dans sur la Sorgue, tu sais, genre à Noël et tout. J'étais là, tout. Donc en fait, après, arrivé au collège, tout le monde se foutait de ma gueule parce que j'étais la majorette, quoi. Donc ça, après, j'ai arrêté. J'ai voulu me lancer dans la natation synchronisée, puis j'ai arrêté parce que je me trouvais trop maigre, en fait, et de me voir en maillot, c'était pas possible. J'ai fait beaucoup de gymnastique, beaucoup de danse. J'ai toujours fait beaucoup de sport hyper actif, donc il fallait m'occuper quand même. Mais jamais un sport où je me suis dit, ah ouais, genre ça me plaît, je veux exceller dans ça, quoi. Ok, ouais. Oui. Toi, ton rêve, c'était coiffeuse et de faire vraiment ton salon et tout ça. Ok, très bien. Et après, on passe à la période lycée. Donc, période lycée, je ne sais pas si c'était lycée aussi là, mais du coup, toi, tu pars directement en coiffure à ce moment-là parce que c'est ce que tu voulais faire? C'est ça. Alors, en troisième, grosse remise en question parce que du coup, tout le monde allait partir en seconde générale. Et un jour, je me mets à pleurer. Ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je dis, mais maman, en fait, je suis pas normale. Moi, je vais pas en seconde générale. Pourquoi? Et elle me dit, Aline, la coiffure, c'est ton rêve et tout. Oui, mais je vais être coupée de tout le monde. Déjà que j'ai personne. Si je pars en coiffure, il va falloir encore que je me refasse des nouvelles amies et ça va pas marcher. Et je serai toute seule. Et c'est non et machin. Et en fait, genre, à quelques mois après, autant j'ai arrêté la coiffure pour partir en seconde générale pour faire comme tout le monde et rentrer dans une case. Sachant que ces gens-là ne t'avaient pas accepté, donc ils ne t'auraient toujours pas accepté. Quoi. Ah oui, non. Et en fait, ma mère m'a poussée, elle m'a dit non, mais il en est hors de question, c'est ton rêve, on va aller dans les écoles pour concrétiser ton rêve. Et donc, on se renseigne sur une école privée. Et là, on prend rendez-vous, tout ça, la fille nous dit 8 000 € l'année. Et il faut être habillé tout en noir, machin, enfin, perte d'identité totale. Alors bon, j'avais pas un style non plus très créatif, mais je m'habillais comme tout le monde. Et là, je me suis dit, oh là, mais tenue noire, ça veut dire qu'en fait, on t'enlève un peu ton identité, tu vois. Et là, pour le coup, tu vas ressembler à tout le monde, tu vois. Et
Et je sais pas, j'avais du mal avec ça. Et le fait que mes parents déboursent de l'argent pour mon rêve, ça m'a posé un gros souci. Tellement qu'on rentre dans la voiture, je me remets à pleurer. Et ma mère me dit, qu'est-ce qu'il y a, t'es pas contente? Enfin, genre, je pense que toi, tu payes l'école de ton fils 8 000 €, t'as envie qu'il saute de joie, tu vois. Et je dis, non, mais vous allez pas mettre ce prix-là dans cette école. Enfin, genre, je les vaux pas, tu vois. Je me disais, mais non, j'ai pas la capacité à rentrer dans cette école, quoi. Et mes parents, ils m'ont dit, mais pas du tout. En fait, nous, c'était prévu et tout. Ils ont dû me montrer leur compte en banque, comme quoi c'était prévu, qu'ils avaient prévu ça pour leurs enfants, parce que sinon, j'étais comme ça à me dire, j'ai pas envie qu'on mange des patates à la fin du mois pour que je sois coiffeuse, quoi, tu vois. Okay. Et donc, je rentre dans cette école privée qui était une maison. C'était où? À Carpentras. L'Aftec? Ouais, c'est ça. Ouais, tu connais? Ouais, bien sûr. Ok, voilà. Donc, me voilà à l'Aftec à Carpentras, dans une maison. On était 5. En face du McDo, là? Ouais, c'est ça. Ouais. 5 en cours. 5 en cours? Ah ouais. Je pensais qu'il y avait plus de monde. Ah non. J'arrive et en fait, je vois des filles de l'Île-sur-Sorgue. Du collège, que j'étais au collège. Et là, je me dis, c'est pas possible, le sort s'acharne. Et au début, on s'entend toutes bien. Et je sais pas, ça dure 6 mois peut-être, cette histoire où tout le monde va bien et genre je m'éclate et je suis là, ouais maman c'est trop bien les cours, j'adore et tout, vraiment, genre j'avais trouvé ma voie et je me dis, ça y est, yes, tout va aller bien pour moi. Et en fait, pas du tout. 6 mois après, le sort s'acharne encore, ça recommence, les filles me font la misère. Je pense même qu'elles ont mis du produit à permanente sur mon sac en cuir Longchamp que mes parents m'avaient payé, enfin moi, un enfer. Et là, je décide de ne plus aller en cours. Parce que c'était vraiment du gros harcèlement, vraiment les grosses pestes, quoi. Et puis là, on devient des personnes qui ont presque 18 ans. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas les mêmes problèmes qu'ils font aux autres. Enfin, le harcèlement, c'est plus du ha-ha-ha. Ça commence à être ça commence à devenir vraiment compliqué. Donc, à pleurer en cours, à pleurer en sortant des cours, à ce que mon père vienne me chercher. Enfin, et bref, les profs, ils en disaient quoi? Les profs étaient au courant et... ils nous avaient pris dans le bureau, machin, ils avaient convoqué les parents et tout, mais en fait, ce qui se passait en cours, c'était tellement compliqué que le prof, il va pas dire « Ah, toi, tu t'arrêtes, tu te mets au fond de la classe et toi, tu restes là. » Enfin, on avait quand même... t'as quel âge? T'as 16 ans, quoi, 16-17 ans. Donc, et il y avait des filles plus âgées aussi, parce qu'il y avait des reconversions, donc ça a été hyper compliqué. En dehors de ça, du coup, tu continues les majorettes? En dehors de ça, à cette période-là, qu'est-ce que je faisais? Non, je crois que les majorettes, j'avais arrêté. Je faisais de la danse, du hip-hop. Ok. Et ça te plaisait? À Monteux? Ouais, alors non, c'était avec une prof de Monteux, mais à Jonquerette. Ok. Parce qu'à Monteux, je sais qu'ils avaient un très gros. Ouais, Open Dance. De hip-hop. Ils ont été champions du monde. Ouais, c'est ça, c'est Open Dance. Open Dance, c'est cru que tu as dit pole dance. Non, Open Dance. Et en fait, mes parents les connaissaient très bien et je sais pas, trop de haut niveau, et je me suis dit mais j'arriverai pas. Je n'arriverai pas, quoi. Ouais. Et puis du coup non, je crois que à cette période-là, ouais, je faisais de la danse, du hip-hop, mais qui n'allait pas du tout. Enfin, on aurait déjà un pantin qui dansait, mais je rigolais donc. Et par contre, hormis le harcèlement, tout ça, j'ai toujours été une personne hyper solaire, à m'entendre bien avec tout le monde. Enfin, j'ai toujours eu cette force de caractère. C'est souvent ces personnes-là qui créent beaucoup de bonne humeur autour d'eux, parce qu'en fait, ils en ont tellement ils en reçoivent tellement pas que c'est comme dans un couple, souvent. La personne fait ce qu'elle aimerait recevoir. Ouais, et donc, du coup, par exemple, une personne qui, je donne ces termes, qui masse beaucoup, qui est très attentionnée envers son partenaire ou sa partenaire, c'est parce qu'elle aimerait recevoir ça. Et donc, du coup, toi qui donnes beaucoup d'amour et beaucoup de bonne humeur aux gens, c'est ce que tu aimerais recevoir. Du coup, tu le donnes pour le recevoir, mais tu ne le reçois pas à ce moment-là, quoi. Ah oui, je crois que c'était ça. Hein. L'Aftec, ça dure combien de temps? Alors, l'Aftec, du coup, ça dure 2 ans. Ouais. Donc, mes 2 ans de CAP. Donc, tu les as quand même réussi. Ton CAP, tu l'as fini, tu l'as fait. Réussir, je me doute, parce que de toute façon, tu avais du talent. Mais ce que je veux dire, c'était, tu as réussi quand même à finir le processus. Alors, au début, j'avais pas de talent dans la coiffure. C'est-à-dire que la coiffure me plaisait. Je faisais des chignons. Mais quand il a fallu faire la permanente avec 9 séparations, des séparations bien droites, des enroulages de rouleaux, là, je me suis dit, mais quelle catastrophe, c'est pas ça du tout que je veux faire.
Et là, je me suis dit, comment je vais faire? J'ai pas de talent. Et en fait, à force de travail, alors, ce qui est fou dans la coiffure, c'est qu'il y a vraiment les cours et ce qui se passe en salon. Et les cours ne ressemblent pas du tout à la réalité qu'il y a en salon. Et c'est un métier qui est très autodidacte, donc tu apprends beaucoup par toi-même et tu testes tout le temps des techniques. Le savoir que j'ai là, actuellement, je pense que c'est moi qui l'ai créé en faisant, j'ai fait quand même 2-3 formations, mais on se crée en fait notre propre technique et on va vraiment faire du sur-mesure en fonction de la cliente, tu vois. Ok. Mais il n'y a pas de cours qui va te dire il faut que tu agisses comme ça, comme ça. C'est vraiment, en fait, on t'apprend une technique, mais c'est après à toi à développer ta propre façon de faire pour pouvoir Exactement. le faire En fait, l'école, on va t'apprendre la base, c'est-à-dire que un cheveu blanc, on va le couvrir de telle manière, mais par contre, les reflets et genre adapter la couleur à ta cliente, c'est toi qui vas l'apprendre toute seule. C'est ça qui est dommage. Donc en fait, j'étais pas très douée en cours, mais j'étais douée en cours écrit. Oui, ok. Donc j'ai eu mon CAP parce que à un moment donné, bon, c'est quand même 15 CAP, tu vois. Donc si tu révises et que t'es quand même bonne élève, oui, tu l'as haut la main. Et ensuite, après ça, j'ai continué avec le BP, donc le brevet professionnel, où là, je l'ai fait en alternance. Où ça? Alors, j'étais au CFA à Avignon. Ok. Et l'alternance se faisait à L'Île-sur-Sorgue dans un salon classique, mixte. Ok. Et ça se passait comment là-bas? Le sort s'acharne. Donc là, en fait, au salon, il y a 2 coiffeuses, un coiffeur, la patronne avec qui je m'entends pas du tout. Enfin, clairement, elle m'a dit toi, tu vas faire du balai et des shampoings et on va voir ce que ça donne. Sauf que bon, je suis quand même diplômée du CAP. Il va falloir que j'apprenne de tes techniques pour moi devenir coiffeuse. Et en fait, c'est compliqué de trouver. Alors à cette époque-là, c'est très compliqué de trouver une coiffeuse qui t'apprenne le métier. Maintenant, ça s'est démocratisé. Maintenant, moi, je vois avec mon apprenti, j'agis pas du tout comme a agi ma patronne. Je veux vraiment lui apprendre le métier. À l'époque, ça se faisait pas du tout et il y avait beaucoup de, je pense, de jalousie et de j'ai pas le temps et applique juste les couleurs et les shampoings. Et là, je me suis dit mais c'est pas possible quoi. C'était quel type de coiffure qu'elle faisait? Alors, je te pose une question parce que je me suis toujours posé cette question-là. Comment c'est possible qu'on fasse autant d'années d'études pour coiffer que des vieilles et ne faire que des... Enfin, il y a des salons qui font ça, c'est pour ça. Il y a des salons où ils font que de la coiffure, des couleurs et des bigoudis et ça s'arrête là. Et je me dis, c'est quand même fou d'avoir passé autant de temps à apprendre à coiffer de certaines choses pour ne pas coiffer certaines gens. Est-ce que dans ce salon-là, c'était plus de la c'est ça, c'est la vieille clientèle, mais en fait, c'est juste générationnel. C'est-à-dire que dans la coiffure, il y a un tournant qui s'est pris ces dernières années avec les balayages, les colorations sur mesure, le fait de venir en fait moins souvent en salon et d'arrêter en fait les permanentes et les mises en pli, plus des coiffages, mais des coiffages de studio, tu vois. Et tout ce tournant-là, en fait, ça a commencé au niveau du Covid. Et jusqu'à présent, en fait, la coiffeuse t'y allait par obligation. De te faire les racines et ta mise en pli pour que ça dure. Et les personnes de 40, 50 ans, elles n'y allaient pas parce que c'était la vieille Christine Coiffure qui coiffait et elles n'avaient pas envie, elles n'avaient pas ce côté-là artistique. Et depuis le Covid, en fait, on a ce côté très artistique qui arrive dans la coiffure où maintenant la coiffure, c'est devenu un métier à la mode. Oui, ok. Tu vois ? Parce que ça ne l'était pas. Ah non, au début, je te dis, le coiffeur, c'était votre garage. Enfin, t'étais coiffeuse parce que t'étais pas douée à l'école. Et depuis ce boom qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, coiffeuse, on est stylé, tu vois. Donc, t'as de plus en plus de jeunes qui veulent être coiffeurs. Et du coup, c'est cool, en fait, parce que nous, on crée du contenu sur la coiffure, on coiffe des stars maintenant, c'est devenu hyper stylé, quoi. Avant, les stars, c'était un milieu très fermé, ouais. Tu pouvais pas, toi, coiffeuse de village, coiffer. Oui, bien sûr, mais c'est comme quand j'avais écouté une émission où il y avait une dame qui coiffait toutes les stars, une vieille dame qui coiffait toutes les stars. Ouais, voilà, c'était une seule même personne. Voilà, c'est une seule même personne qui se déplaçait un peu partout pour coiffer sur les plateaux, quoi. Ouais, et en fait, finalement, dans mon imaginaire, j'imaginais avoir un salon, mais je voulais surtout pas le salon de Janine, tu vois. Je voulais être le salon tendance et je me disais, putain, mais je rêve de coiffer des stars, je rêve d'aller à Paris pour mon métier, je rêve de bouger. Et en fait, je me suis dit, mais comment ça va être possible, tu vois ? Ok. Parce que jusqu'à présent, c'était que des salons
vieille, entre guillemets. Ouais, les salons de petits villages. Donc, tu étais dans ce salon-là, tu as passé ton alternance, tant bien que mal. Voilà. Tu as réussi ton BP? J'ai réussi mon BP. Entre-temps, en fait, je me suis lancée dans les concours coiffure. Très bien. C'est-à-dire que l'école, en fait, me dit, il y a un concours coiffure. Et moi, je dis, mais je suis incapable. Enfin, moi, j'ai très peu de confiance en moi, donc je suis toujours incapable de rien. Mais après, j'y arrive. Et toutes les filles de ma classe, elles me disent, mais arrête, t'es trop forte en chignon, vas-y, inscris-toi. Et je me dis, ok, vas-y, je m'inscris. Et j'en parle à ma patronne et je lui dis, Fanny, je vais faire un concours chignon et tout. Ça va rien t'apporter. Et en fait, elle m'a dit ça. Et je me suis dit, ok, je vais lui montrer que je suis capable. Et en fait, de là, je commence à m'entraîner tous les soirs chez moi avec ma mère. Ma mère, qui est comptable à la base, se met prof de coiffure d'un coup. Non, mais la mèche, mais là, non, mais ça, mais là. On fait le costume, tout nous-mêmes et tout. Et je prends la 3e place à ce concours. Trop bien. Et ça a été vraiment une révélation pour moi, à me dire, ok Aline, en fait, t'as besoin de personne dans ta vie. Genre, vas-y, go, fonce et tu vas y arriver. En fait, à partir du moment où tu te vois y arriver, tu peux tout déchirer. Mais ça, dans n'importe quel métier, et je pense que quand tu mets l'intention et que tu crois en toi, c'est le plus important. Le reste, tout ce qu'on te dit autour, faut vraiment pas écouter, quoi. Donc, je me suis mis dans cette bulle-là, hein, vraiment, j'étais la seule dans ce concours à performer, juste avec ma modèle, pas de patron autour, pas de copines qui sont venues me voir, rien du tout. J'y suis allée comme ça, avec Clémence, ma meilleure amie de l'époque. Peu cher, je lui ai arraché les cheveux tous les soirs. Et voilà, Ok. Je prends la 3e place. Et du coup, grâce à ça, est-ce que ça t'a permis de pouvoir aller un peu plus haut et donc du coup de coiffer un peu mieux par la suite? Ça t'a permis de faire quoi, cette 3e place? Est-ce que ça a juste permis d'avoir confiance en toi? Alors, ça m'a permis d'avoir confiance en moi, ouais, énormément. Ça m'a permis quand même d'avoir quelques contacts, tu vois, où ils se sont dit, la petite Aline, quand même, pas mal. Elle a pas son patron qui est venu, mais elle déchire et tout. Ça m'a pas ouvert de portes, comme là, ça m'ouvre des portes d'être créatrice de contenu, on va dire. Mais, ouais, si, je pense que ça m'a fait des contacts. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais le mettre sur Instagram. Voilà. Donc j'avais ma petite page Instagram pro, donc j'avais mis une coupe, un balayage, et puis là du coup le concours, et je me suis dit ok, c'est cool, genre je suis une petite fille de Lis-sur-la-Sorgue qui fait des concours chignons et en plus elle réussit, tu vois. Et comme mon but c'était quand même d'être princesse, star, coiffeuse, tout ça, finalement ça se reliait. Ouais. Mon petit monde là devenait de plus en plus réel. Ok, et ça te faisait plaisir? Ouais. Et tu voyais que ça commençait à s'harmoniser? Ouais, en fait, on avait de la reconnaissance pour moi, pour mon travail. Okay. Donc ça a commencé, tu vois, à émerger, à me dire, ok, nice, ça commence, tu vois. Ok, très bien. Alors, petite question un peu plus légère, ouais. On revient sur les questions légères. On arrive à cet âge-là où tu as 18 ans, ouais. Presque 19, du coup, à la fin de ton BP. Tu sortais, du coup, ou pas Ah ouais. Mon rêve, c'était d'être une grosse fêtarde. Ok. Donc, tu as commencé à avoir des amis? Voilà. Des gens avec qui tu sortais? Là, du coup, ouais, en fait, après le collège, alors, quand j'étais en coiffure, j'avais 2 copines, donc Clémence et Joya, donc ça, c'était mes copines du collège, avec qui j'ai commencé à sortir un peu. On sortait en boîte, on a fait nos premières boîtes, mes parents nous emmenaient, nous ramenaient. Enfin, voilà, après, donc là, j'ai connu des gens, alors je ne saurais plus comment je les ai rencontrés, mais je suis tombée sur JB, Mathis, Amandine, qui sont devenus mes 3 meilleures amies, et ça pour des années à venir. C'est-à-dire que je les ai gardées vraiment longtemps dans ma vie. Même encore maintenant, il me reste Amandine, qui est ma meilleure amie depuis 10 ans. Et en fait, là, les soirées en boîte de nuit ont commencé, et j'étais une délurée, en fait. Voilà. C'est-à-dire que la soirée pouvait commencer à 22h, mais ne pas se finir jusqu'au lendemain, 22h, quoi. Tu vois, je n'avais pas de limite. Et on partait à droite, à gauche, on faisait les beaux dégâts. J'adorais sortir. Ouais. Là, du coup, c'était vraiment mon échappatoire. Ok. Et donc, du coup, tu commences à sortir. Tu commences à avoir tes premiers chéris, peut-être? Tes premières ouais. Parce que je suppose qu'au niveau collège, tout ça, collège, lycée, tu n'avais pas trop d'amoureux? Non, après, je suis partie direct en coiffure, donc on voyait pas trop de mecs. Et après, comment ça s'est passé? Ouais, en boîte, il y a une fois un mec qui vient me voir et il me dit « Ah, mon collègue, il te trouve belle et tout. » Et je dis « Ah ouais, vas-y, c'est qui et tout. » Et le mec, il vient, il m'embrasse direct. Et j'étais là, waouh. Et à l'époque, quand t'embrassais, ça voulait dire que t'étais en couple avec la personne, tu vois. Oui, je m'en rappelle. Et du coup, me voilà en couple avec un mec que je connais pas. Et je sais même pas son prénom. Ouais, c'est ça. Et donc, on s'échange les numéros et il me parle et tout. Et le mec était ultra jaloux.
Et il me dit, oui, t'as parlé à lui dans la soirée, machin et tout. Je dis, mais non, mais t'inquiète, machin. Ouais. Ouais, c'était déjà direct en regard. Ah ouais, et le pire, c'est que, donc cette histoire, ça a duré 3 semaines. On fait Nouvel An ensemble. Après Nouvel An, je le quitte. Parce que je me dis, c'est bon, j'ai pas envie d'être en couple, ça m'intéresse pas. Et quelques années plus tard, le mec avait glow up. Et du coup, je suis retournée le repêcher. Bon, il a jamais voulu. Okay. Mais genre, l'aplomb de la meuf, quoi. Okay. Voilà. Bon. Ça me vient à la prochaine, ça me fait un lien pour la prochaine question. Est-ce que tu te rappelles d'un râteau mémorable, du coup? Un râteau que tu aurais... Un râteau, je pense que ouais, en fait, moi, j'ai toujours cru, tu sais, au destin, et si la personne est sur ma voie, c'est peut-être que c'est pas pour rien, machin, et je suis restée, ouais, accrochée pendant 7 ans au même mec, qui n'a jamais voulu de moi, mais qui m'a fait croire monts et merveilles, et un jour, je le croise en boîte, et je vais pour l'embrasser, et il me tape la bise, parce que tu comprends, on n'est pas en couple. Voilà. Ok, mais pendant 7 ans, vous discutiez tout le temps. Et, ouais, et en lui, fait, il avait des copines et tout ça, et toi, tu... Ah non, c'est une histoire folle. Hein. En fait, ce mec, je l'ai rencontré à l'âge de 18 ans en bodega. Et donc, on se met en couple. Enfin, je sais pas si on était vraiment en couple ou pas à cette période-là. Et en fait, je pense que la relation allait que dans un sens, hein, oui, que oui. dans mon sens, lui, il s'en foutait. Après ça, donc, on se quitte. Je rencontre mon ex-copain avec qui j'ai le salon à l'heure actuelle. D'accord. Donc, pendant 2 ans et demi, on se parle plus du tout. Et quand je l'ai quitté, le mec est revenu vers moi. Et là, en fait, de mes 22 ans jusqu'à mes 25 ans, on est resté en fait en contact. Donc ouais, ça fait 7 ans qu'on se connaît, 7 ans qu'on est en contact. Et à l'heure actuelle, c'est plus du tout d'actualité. Enfin, oui. j'ai mis court parce que je l'ai croisé. En fait, il avait une meuf, donc il menait une double vie. Et à moi, il me disait oui, un jour peut-être on se mettra ensemble, quoi. Oui, il te tenait toujours avec la pas comme ça en disant un jour. Et Aline, elle y croyait, tu vois, genre. Putain, mais maintenant avec le recul, je me dis mais mon Dieu, Aline, genre réveille-toi. Okay. Et entre-temps, lui, il avait ses copines et moi, j'avais mes copains, tu vois. On pécho des meufs et des mecs à côté. Enfin, c'était une histoire, mais vraiment, mon Dieu, n'importe quoi. Est-ce que tu as fait des petits boulots autres que la coiffure, tu sais, parce que tu as eu ton diplôme de coiffeur, tu as eu ton BP, et à ce moment-là, après, tu n'as pas ouvert ton salon de suite. Ou est-ce que tu as fait autre chose entre-temps? Est-ce que tu as eu des petits travails de genre d'été ou tout comme ça pour pouvoir refaire? Non, jamais. Ok. J'ai jamais eu de travail d'été. En fait, si, je me suis lancée très très jeune. Donc, j'ai passé mon CAP, mon BP. Ouais. Après ça, je suis partie sur Aix, dans un salon où pareil, ça a été un peu l'élément déclencheur qui a fait que j'ai voulu m'installer très vite. Je suis revenue de Aix juste avant le Covid. Il y a eu le Covid, j'avais été embauchée juste là à Molégès. Ok. C'est où le Molégès? Air Tendance. Tendance Air, là. Ah, Émilie, en fait. chez Émilie. Oui, chez Émilie. Ouais, c'est ça. Là, en fait, elle m'avait proposé un 25 heures. Et je me suis dit, ok, cool, 25 heures, ça me laisse du temps, en fait, pour créer mon entreprise. Donc, je vais me mettre à domicile. Okay. Et là, en fait, donc j'avais 20 ans, j'ai ouvert ma première entreprise. Non, j'avais 19 ans. Ouais, 19, 20 ans. J'ai ouvert ma première entreprise et je jonglais entre mon 25 heures et mon domicile. Parce que du coup, en amont, pendant le Covid, j'avais fait toute ma com sur Instagram, tout ça, pour attirer déjà des clientes. Et en fait, ça a bien marché. Ça a marché du premier coup, quoi. J'ai de suite attiré des clientes parce que, avec le Covid, du coup, les gens avaient un peu peur de sortir de chez eux. Et me voilà donc à travailler comme ça, je pense, j'ai fait ça pendant 2 ans. Jusqu'à ce que Émilie me vire. Okay. Alors là, c'était un délire aussi pendant le Covid. Elle me faisait mettre la visière, le peignoir. Elle était phobique du Covid. Et moi, pas du tout. Je sortais tous les week-ends en boîte, donc test PCR tous les lundis pour savoir si je pouvais retourner au salon, tu vois. Ah, c'était un délire. Et puis, en fait, elle apprend que je fais du domicile. Et elle me dit, non, mais moi, ça va pas du tout. Je peux pas continuer avec vous parce que, au fait, du domicile, c'est de la concurrence. Donc, je dis, bon, ok. Elle me dit, il faut que vous partiez. Je dis, non, je vais pas partir. Moi, j'en ai besoin de ce 25 heures. Enfin, c'est un CDI, quoi. Et elle me dit, ok, vous voulez pas partir? Et là, elle me sort un dossier comme ça. J'ai une pétition client contre vous. On va aller à la gendarmerie et tout. J'ai dit, oh non, mais c'est bon, pas du tout. J'ai dit, donnez-moi un papier, un stylo, je démissionne. Et en fait, je suis partie comme ça. Et à 14h, j'appelle Eric de Barberman.
J'avais eu son contact par des salons de coiffure, tout ça. Et je lui dis, ouais, Eric, dis-moi, j'ai vu que tu recrutais quelqu'un. Est-ce que ça te dit que je bosse avec toi? Parce que là, je suis dispo, mais je cherche juste un 35 heures et sur 4 jours, si possible. Écoute, Aline, ouais, grave, vas-y, viens avec ton CV. Moi, j'avais pas de CV, je suis arrivée là, les mains dans les poches, et j'ai dit, écoute, moi, tout ce que je veux, c'est travailler. Par contre, je t'explique, j'ai mon entreprise à côté. Je fais du domicile. Par contre, voilà, le CDI passe en priorité. C'est-à-dire que si tu as besoin de moi ou quoi, je me rendrai disponible, mais je coiffe les femmes à côté. Est-ce que tu es d'accord? Et il me dit, ouais, moi, pas de souci. Tant que tu touches pas la clientèle homme et que tu me fais pas de la concurrence dans mon salon, moi, il n'y a pas de problème. Et donc, en l'espace d'une après-midi, me voilà en train de signer un CDI, 35 heures, plus mon domicile à côté qui prenait de l'ampleur, et j'avais 20 ans, quoi. Donc, déjà, mon appart, un CDI, plus une entreprise, donc très vite, en fait, après, je me suis mis en tête d'ouvrir mon salon parce que le domicile, en fait, prenait une très grande place et j'avais 1 mois d'attente et je commençais à gagner vraiment bien ma vie à domicile. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je trouve un local, quoi. Okay. Donc, je suis restée que dans la coiffure. Ok. Et tu te rappelles de ce que tu as fait avec ton premier salaire? La première fois que tu as gagné de l'argent, tu t'es dit, c'est le mien, et que tu as pu t'acheter ce que tu voulais? Ah, je me suis pas acheté ce que je voulais, hein. J'ai mis de côté pour mon salon de coiffure. D'accord, ok. Ah ouais, j'ai été hyper économe tellement que ma mère, elle me disait, mais Aline, paye-le toi, quoi. Tu peux, vas-y. Et moi, j'étais là, non, je vais mettre de côté. Enfin, je suis un peu une stressée de l'argent, hein. Je mets tout de côté, même encore maintenant, tu vois. Mais ouais, je l'ai mis de côté pour mon salon. Ok, très bien. Et du coup, arrive le salon. Voilà. Ça y est. Arrive Comment tu le trouves, ce salon-là? Est-ce que c'est parce que tu visais déjà cet endroit-là, cette localisation-là, ou est-ce que tu voulais être plutôt sur l'Île-sur-Sorgue à la base? Tu voulais faire comment? Ouais, alors à la base, donc là, du coup, on remet dans le contexte, je travaille donc à Barberman et je sors avec un mec de Barberman. Ah, ok. Bon, voilà. Entre-temps, il y a une relation amoureuse qui s'est greffée. Donc, me voilà en couple avec Clément, Barberman. Et moi, je lui dis, je vais ouvrir mon salon. Clément, l'associé avec qui tu es associé maintenant? Voilà, c'est ça, associé maintenant. Et Barberman se situe où? À Avignon, à Cap-Sud. D'accord, très bien. Et nous, on habitait, en fait, entre-temps, j'avais acheté un appartement à Lille, donc on habitait à L'Île-sur-Sorgue. Donc, tous les matins, on faisait le trajet. Et évidemment, je voulais ouvrir mon salon à L'Île-sur-Sorgue. Sauf que quand j'ai vu les prix des marchés et les locaux qui étaient disponibles, c'était pas possible, c'était beaucoup trop cher. Et je me suis dit, je peux pas m'endetter. Je me vois pas à 21 ans m'endetter avec 100 000 euros direct. Tu vois, je voulais un truc beaucoup plus petit pour prendre le moins de risques possible. À me dire, si ça marche pas, c'est pas grave, je m'endette pas sur 20 ans, tu vois. C'était ça qui me faisait peur. Et mes parents m'ont énormément conseillé sur ça aussi. Ils ont été très présents là encore. Donc, je me dis, OK, vu que je sais que je veux faire un salon qui va cartonner et sur les réseaux, tout ça, il me faut quand même un endroit assez accessible au niveau de l'autoroute pour pouvoir attirer des clientes un peu partout. Je voulais pas être dans un bled pourri. Genre, par exemple, Le Thor, personne connaît Le Thor. Tout le monde connaît L'Île-sur-Sorgue, mais personne ne connaît Le Thor. Et je me suis dit, il me faut une ville ultra passante, pas très loin de chez moi. Et je vois Caumont et je me dis, mais comment... Mais Caumont, Le Thor, Caumont n'est pas plus connu que Le Thor. Mais sauf que l'autoroute est plus proche. Voilà, c'est ça. Et tout le monde passe par Caumont, en fait, tu vois. Et je sais pas, je me suis mis en tête que Caumont... Le jour où je me suis mis en tête, un salon se libère à Caumont. Et je me dis, OK, c'est le moment. Et avant ça, j'étais allée voir une voyante. Ah ouais. J'avais appelé un voyant pour savoir si mon couple allait durer. Et il me dit que oui, mais c'est pas l'amour qui m'attire, moi, c'est vraiment l'entrepreneur. Et il me dit, je vois un business. Et là, il me dit plein de choses sur mon avenir. Qui voit un business avec 2 personnes, beaucoup le chiffre 12. Il me dit que je vais l'ouvrir en 2022. Enfin, le chiffre 22 et le numéro 12 lui parlent. Et en fait, à cette époque-là, donc, je vois le salon de Caumont. Et je vois l'adresse, et je vois 12. Et je repense au voyant. Et je dis à ma mère, ah putain, maman, tu te souviens le voyant? Il avait dit que c'était le numéro 12. Moi, je suis sûre c'est ça, je suis sûre c'est lui. Ma mère, je montre les photos du salon à ma mère, elle me dit, non mais Aline, arrête ton délire, quoi. C'est le salon de Ginette. Le mur, il était bleu, bleu comme le truc là. Un mur bleu l'OM. Des fauteuils en vintage, style Marilyn Monroe, tu vois, sur les fauteuils. Le carrelage petit carreau blanc, des néons de partout au plafond et tout.
Et vraiment, le salon en perdition, quoi. Le fonds de commerce coûtait, je crois, aux alentours de 30 000 euros, quoi. Et je me dis, mais maman, 30 000 euros, c'est rien, c'est le prix d'une voiture, c'est ce que j'ai sur mon livret A, parce que du coup, j'avais tout mis de côté, tu vois. Et elle me dit, mais Aline, c'est comment, quoi? Comment ça va marcher? Mais maman, moi, je te dis, maintenant, avec les réseaux, tu peux tout attirer. Crois en moi, s'il te plaît. Mais en fait, au fond de moi, je croyais pas du tout en moi. Mais il fallait que je vende du rêve à ma mère pour pas qu'elle ait peur, tu vois. Là, le but, c'était de rassurer ma mère. Et donc, le voyant me dit le chiffre 12, machin, et tout me parle. Tellement que, en fait, au départ, les propriétaires ne voulaient pas qu'on se mette là. Ils voulaient en faire un kebab à la suite du salon. Enfin bon, bref, ça a été la croix et la bannière. Et je me dis, bon, si c'est compliqué, c'est que ça doit pas se faire. Et ma mère, du coup, d'un coup, se met, mais non, Aline, maintenant que tu m'as dit tout ça, on va y aller, on va l'avoir, ce salon. Et eux, ils étaient 2, en fait. C'était un fonds de commerce qui se vendait, ils étaient 2. Et je me dis, bon, toute seule, ça va être un peu compliqué. Donc, il me faut quelqu'un. Et je parle à Clément et je lui dis, écoute, vas-y, je vais ouvrir un salon et tout. Il me dit, mais moi, je suis chaud de te suivre, machin. Et là, mes parents, oui, mais c'est trop bien, on va faire une société. Vous allez vous mettre à 2. Et là, en fait, d'un coup, le projet arrive. On se dit, OK, on va créer un concept. Toi, tu fais l'homme, moi, je fais la femme. On sépare les 2 parties. En plus, le salon, on a 2 entrées. Donc, bingo, trop bien, on fait ça. Et en fait, tout a roulé après comme sur des roulettes. Et on signe le crédit du salon le 2 février 2022. Et le salon, c'est le numéro 12. Genre 12 Faubourg Saint-Sébastien, quoi. Et là, je repense à mon voyant. Et je dis, oh, mais un truc de fou, il avait raison, ce voyant, tu vois. Depuis, j'ai plus contacté le voyant. Mais... Et c'est là où, en fait, je me suis dit, tu vois, comme quoi tout peut arriver. Et je pense que tout est écrit. Okay. Enfin, je sais pas ta vision sur ça, mais pour moi, je crois vraiment beaucoup au destin, beaucoup aux énergies. Et à partir du moment où tu crois en ton destin et à ce que tu fais, tout arrive, quoi. Oui, et puis après, il faut savoir aussi reconnaître les victoires. Quand je dis ça, c'est que c'est une victoire... le fait que tu aies ouvert ton salon et que tu aies fait, ne serait-ce que déjà en enlevant toute la création de contenu que tu as pu faire derrière avec et tout ça, mais juste d'avoir fait ton truc, c'était une victoire. Il y a des personnes qui disent oui, mais bon, oui, j'ai pas coiffé Lady Gaga par exemple, donc je vais pas gagner. Mais tu dis en fait déjà, ne serait-ce que vois ce que tu fais et continue à croire en tes rêves, mais déjà accepte les victoires, parce que si tu as l'impression de toujours ne jamais réussir, tu n'y arriveras jamais. Ça reste compliqué parce que pour moi, le salon, c'était pas assez, tu vois. Et même là, à l'heure actuelle, c'est jamais assez. En fait, t'es toujours en train de vouloir plus. Et ça, je pense que c'est aussi un mental d'entrepreneur. À partir du moment où tu travailles à ton compte, tu veux toujours plus, tu vois. Bien sûr. Tu te remets beaucoup en question. Tu veux toujours... Voilà, moi, je ne peux pas me contenter d'être 35 heures, par exemple. Je comprends. Je m'ennuierais. Tu vois. Et donc, j'ouvre un salon, mais c'est pas assez, tu vois. Il faut que mon salon, il soit connu maintenant. Oui, bien sûr. Donc très vite, en fait, je continue ma page Insta. Donc, quand j'étais à domicile, je faisais déjà un peu des posts Instagram, tout ça, pour attirer ma clientèle, tu vois. Et quand j'ai ouvert le salon, j'ai sondé un peu avant ma clientèle pour savoir est-ce que à comment elle viendrait. Est-ce que ce tarif-là... Genre tout le monde me disait mais qu'est-ce que t'en as à foutre, tes clientes elles te suivront quoi qu'il, mais en fait je trouvais ça important que je sonde ma clientèle, tu vois. Et au départ vraiment je faisais des prix mais dérisoires, quoi. J'étais à 30 € la couleur, mais ça m'a permis d'attirer beaucoup de monde dans mon salon. Et en fait je me suis dit, vu qu'il y a du monde qui vient, ça va parler et puis tout le monde va venir et puis voilà, à un moment donné le salon va fluctuer, quoi. Ça va être un truc de fou. Est-ce que tu te souviens de la première cliente que tu as coiffée dans ton salon? Ma première cliente, oui, ouais, c'est Chantal. D'ailleurs, elle continue de venir à l'heure actuelle. Okay. C'est Chantal que j'ai croisée, en fait, on était en plein travaux, on boit un verre à la terrasse d'un bar et elle dit « Ah, mais c'est vous qui allez ouvrir le salon, il me faut un rendez-vous. » Et je dis « Écoutez, venez mardi matin à 9h à l'ouverture, quoi. » Et ça s'est fait comme ça. Ok, très bien. Et est-ce que c'est quoi l'idée reçue sur ton métier que tu aimerais effacer, que les gens pensent d'une coiffeuse, ce que tu entends le plus souvent sur une coiffeuse? Alors, tu nous as expliqué ce que le prof t'avait dit, que c'était le garage, mais c'est plus ça. Mais est-ce que tu as maintenant, que tu fais, une idée reçue que tu entends souvent sur les coiffeuses et tu aimerais bien que ça s'arrête, quoi? Pas que j'aimerais bien que ça s'arrête, mais je pense que beaucoup disent « Ah oui, t'es coiffeuse, donc t'es psychologue. »
tu vois. Moi, personnellement, dans mon salon, je suis pas psychologue, quoi. Alors, déjà, je suis un peu timide, on dirait pas comme ça, mais je suis très timide, donc j'ai du mal, en fait, à enclencher une discussion avec quelqu'un que tu ne connais pas, dont tu dois changer ses cheveux, ne pas te louper, parce que c'est one shot, la cliente, soit elle aime pas. Donc déjà, ça me stresse. Et comprendre ce qu'elle veut, tout ça. Et genre, tu te dis, la cliente ne va pas te raconter sa vie. Et ça, c'est totalement faux. La cliente ne raconte pas sa vie, hormis des sujets lambda, quoi. On n'est pas du tout psychologue. Enfin, moi, du moins, dans mon salon, on n'est pas du tout psychologue, quoi. Okay. Et j'avais peur de ça au début. C'est toi qui engage la conversation, du coup, tu t'obliges à lancer une conversation où ça arrive que tu ne parles pas, entre guillemets, je dis parle pas, bien sûr que tu parles, mais tu parles pas du tout presque pendant non, la je discute quand même, mais en fait, je suis quelqu'un qui ressent énormément les choses et en fait, quelqu'un qui va être fermé, je vais avoir énormément de mal à discuter, quoi. Ouais, et en fait, le truc, c'est que je me dis, si je parle pas, la cliente, elle va pas revenir, quoi. Donc, je me mets dans mon personnage de Aline des réseaux. Voilà. Et du coup, je raconte ma vie. Voilà. C'est-à-dire que, vu que j'ai quand même une vie assez anecdotique, du coup, je raconte mes petites anecdotes, tu vois, mais je pars beaucoup dans l'humour, quoi. Je me prends pas du tout au sérieux. Et si j'ai la chance d'avoir une autre cliente à côté qui me connaît, là, c'est bon, c'est bingo. Je suis très à l'aise. Mais alors, si j'ai 2 clientes fermées, que ça parle pas, là, c'est compliqué pour moi. Ok. Et les hommes, c'est que Clément qui fait? Ou toi aussi, ça t'arrive à faire les hommes, tu dois sûrement coiffer ton frère ou comme ça, mais là, c'est que... Comment ça se passe? Est-ce que tu prends aussi des hommes ou c'est que vraiment femmes et hommes, c'est bien séparé? Alors, avant, je faisais les deux, du coup, vu que je veux bosser à Barberman. Puis, très vite, j'ai arrêté de faire les hommes. Maintenant, je fais que mes potes. Et en fait, le truc, c'est que tu perds la main, en fait. Ouais, je comprends. Voilà. Et puis, ça m'intéresse plus trop. Et donc, Clément, par contre, fait que les hommes exclusivement. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi ton exutoire à part la coiffure? Est-ce que tu fais du sport à côté ou des trucs à côté? Est-ce que tu as le temps? Depuis, j'ai plus le temps. Voilà. Non, si, de mes 23, en fait, quand je me suis séparée de Clément, à mes 25, presque 26, ça a été les soirées. Okay. Mais les bonnes grosses soirées, tu vois, je sortais beaucoup en soirée techno, en festival, où là, ça a été un peu la descente aux enfers. Okay. Parce que je dormais plus. Je dormais du mardi au jeudi, puis à partir du jeudi soir, ça a commencé. J'ai instauré le vendredi bourbier. Voilà. Dans ma story, en fait, je disais on est vendredi, et qui dit vendredi dit bourbier, tu vois, voilà. Donc, en fait, je trouvais à chaque fois une copine pour venir avec moi et la soirée ne finissait pas. On pouvait commencer à Lis-sur-Sorgue à 22h, se finir à Montpellier à 4h du matin, revenir à Aix à 5h, enfin, tu vois. C'était du grand n'importe quoi et le samedi, je bossais à 9h. Donc là, j'ai commencé à tomber malade, à enchaîner les angines, mais pour moi, je disais, mais non, c'est parce que je travaille trop, alors qu'en fait, tout le monde voyait que c'était à cause de mes soirées. Et puis, à un moment donné, forcément, dépression, parce que, bon, tu te doutes bien qu'il y a les soirées techno, il y a l'alcool, et puis il y a tout ce qui va avec, tu vois. Et donc, je pense que j'ai eu une phase un peu dépressive. Donc, je me remets en question sur moi, et je me dis, OK, maintenant, il faut que je pense à moi, et je pars faire le GR20. En Corse, tu connais? Toute seule, personne ne voulait m'accompagner, ok, pas de problème, je me taille. J'ai jamais campé de ma vie, j'ai jamais installé de tente de ma vie, je n'ai jamais marché plus de 7 heures de ma vie, mais pendant 1 an, je dédie ma vie à cette passion-là, donc qui est la randonnée, tu vois. Et toute l'année dernière, genre, je marchais les dimanches, j'allais bivouaquer à droite, à gauche, machin. Puis je pars en Corse, et là, dans le bateau, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Avec mon sac à dos et ma tente. Et ça a été la plus dure et la plus incroyable des expériences. En 1 semaine, j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai fait des rencontres incroyables. Et en fait, ça m'a permis de me retrouver moi et de me dire, OK, Aline, genre, bon, t'as 25 ans maintenant, t'es encore jeune, mais il y a des choses que tu peux peut-être regretter dans la vie, donc genre, fais gaffe à ce que tu fais et pense un peu à toi, tu vois. Et je tombais sur un guide, Jean-Yves. Jean-Yves, il m'a vu arriver avec mes faux ongles et mes faux cils. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Et j'ai dit, mais non, mais Jean-Yves, moi, je viens pour moi, pour
pour apprendre à mieux me connaître, parce qu'on dit que le GR20 c'est une aventure incroyable. Au début, j'y croyais pas trop, mais quand je suis revenue, ça m'a vraiment bouleversée et Jean-Yves, il m'a porté quoi. Et en fait, il m'a fait apprendre plein de choses sur la vie et sur le développement de soi et sur les capacités qu'on peut avoir, des limites qu'on se met en fait, tu vois. Donc ça, c'était en septembre 2025. Et après ça, la dépression a commencé, c'est-à-dire qu'en fait, pendant 1 an de ma vie, ma passion, c'était la randonnée. Donc en fait, je quittais le salon samedi, j'avais hâte le dimanche de faire mon pique-nique et de me barrer. Et en fait, d'être dans la nature, ça fait un bien fou. Tu te retrouves toi, donc j'étais souvent avec une copine, tu vois. Et tu te retrouves toi et tu penses à toi et genre, waouh, c'était incroyable. Et après le GR20, j'étais tellement fatiguée parce que c'était tellement intense que j'ai tout arrêté. Et en fait, ça a été la descente un peu aux enfers où je sortais plus, je n'allais plus faire mes randonnées. J'avais plus trop de copines parce que du coup, je m'étais renfermée sur mon truc du GR20. Ma vie tournait autour du GR20 et d'un coup, ton GR20, il est fait et tu fais plus rien. Et en fait, là, grosse crise de larmes, tout ça. Ma mère me rattrape au vol, parce qu'à ce moment-là, je comptais vendre ma maison, vendre le salon, parce que je bossais 50 heures semaine et je disais à ma mère, en fait, je bosse 50 heures semaine, je gagne pas ma vie. Ma vie, c'est quoi? C'est de me lever le matin, être fatiguée, me coucher le soir, être fatiguée et pas vivre. Et ma mère me dit, non, mais en fait, là, tu vas prendre un petit Exomil, tu vas te calmer, tu vois, et tu vas aller voir une psy. Et tu vas parler, ça va te faire du bien. Et ouais, ça m'a fait du bien, mais j'avais honte un peu de voir une psy. Tu vois, pour moi, je disais, c'est un moment de faiblesse, tu vois. Et en fait, je l'ai vue 2 fois, elle m'a fait dessiner sur une feuille, en fait, quelle était ma vie, et j'ai dessiné un salon. Voilà, ma vie tournait autour d'un salon. Et maintenant, j'essaye d'avancer, d'avoir un exutoire, mais en fait, le sport, j'ai pas le temps. Avant, je faisais beaucoup de courses à pied, mais le genou, quoi, tu vois. T'as mal au genou, donc tu peux plus. Donc j'ai un mec, voilà, c'est mon exutoire. Tu as expliqué que à un moment donné, tu t'es dit, il faut que je fasse de la randonnée, il faut que je fasse le GR20. Et est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es décidé ça? Est-ce que c'était un moment de folie ou est-ce que c'est un moment où tu n'étais pas bien du tout et que tu t'es dit, il faut que je le fasse pour me retrouver? Ouais, en fait... est-ce que tu te rappelles exactement du moment? Ouais. C'était chez mon pote Morgane, un de mes meilleurs potes. Dans son canapé, on regarde la vidéo de Inoxtag qui fait l'Everest. Et il part s'entraîner au GR20. Et en fait, j'ai trouvé les endroits magnifiques. Et je lui dis, mec, t'es chaud, on fait un GR20? Et il me dit, vas-y, je suis chaud. Au départ, je devais le faire avec Morgane, tu vois. Et là, je commence à regarder. Je suis mais regarde comme c'est ouf et tout. Mais lui non plus, il avait jamais campé et tout ça. Et je me suis dit, ok, vas-y, let's go, GR20 2025. Et quand je dis quelque chose, il faut que j'aille au bout, tu vois. Donc lui, il m'a abandonné dans cette aventure-là. Mais moi, je me suis dit, ok, il faut que je le fasse. Il faut que je me prouve à moi-même que je suis capable d'y aller toute seule et de le faire, tu vois. Satisfaction personnelle. Toujours te prouver que tu es capable de faire quelque chose. Ouais. Okay. Mais c'est dur, ça, au quotidien. Ouais, je sais. Mais c'est beau ce que tu fais parce que au moins, j'avais entendu une vidéo d'un monsieur qui expliquait que c'est un monsieur connu. Alors, je me trompe toujours dans son nom quand je le dis, donc je préfère pas le dire. Ouais. Mais qui dit c'était un monsieur de 80 ans qui est très connu, mais que c'était un grand avocat et qui a fait pas mal de trucs. Et la personne lui disait, est-ce que vous avez des regrets? Et il dit qu'il avait plus de regrets maintenant, mais qu'il avait plus aucun rêve parce qu'il avait 80 ans et qu'en fait maintenant il avait que des remords. Ouais. Parce qu'il voyait avec nostalgie tout ce qu'il avait pu faire et qu'il savait que de toute façon il ferait plus rien et que du coup maintenant il disait que c'était terminé. Et je me suis dit à ce moment-là, je me rappelle avoir vu cette vidéo-là et c'était un moment où j'étais pas bien du tout. Et là je me suis dit, maintenant il faut que je mène la vie que je veux faire. Donc j'ai fait plein de choses, un peu dans le style que tu fais toi, beaucoup d'extérieur, beaucoup de nature. Et c'est là où je me suis dit, maintenant je lance mon podcast. Ouais, c'est ça. Et en fait c'est là où je reprends ce que tu disais tout à l'heure, il faut se prouver à soi-même. Mais en fait c'est juste de se créer ses propres histoires à raconter et moments de vie. Parce que on en parlait au tout début, en fait c'est notre imagination qui fait que, et en fait, si tu veux, je pense que notre travail de changement de vie, entre guillemets, il se fait en amont, et c'est
à un moment donné, tu as un déclic, tu vois, un podcast, une vidéo. Moi, ça a été une vidéo et un livre de mode en canoë. Bon, je vais peut-être pas le dire, on coupera. Kilomètre zéro, tu vois. Ou pareil, en fait, la nana, elle part à l'aventure soigner pour sa meilleure amie. Et tu vois, moi, ça a été un livre plus une vidéo. Toi, ça a été un... Ah ben moi, la vidéo de Ninoxtag m'a pas donné envie de faire l'Everest, enfin de faire la marche, mais m'a donné envie de faire ce podcast filmé. Voilà. C'est-à-dire de me dire, en fait, chaque rêve est atteignable et il faut faire marcher petit pas par petit pas et on y arrivera. Et en fait, c'était pas dans la randonnée, moi, mais ça a été aussi une vidéo qui m'a énormément touché pour ça, quoi. Ah ouais, de ouf. Mais après, tu sais, c'est dur aussi à chaque fois de commencer en bas de l'échelle. Tu vois, on aimerait tous, je pense, être de suite très très haut, tu vois. Mais il faut accepter le fait de commencer petit, tu vois. Moi, j'ai accepté le fait d'avoir un petit salon. Là, maintenant, je suis en train d'agrandir et je suis devenue, du coup, créatrice de contenu. Mais bon, ça me fait chier, je suis pas Nabila, quoi, tu vois. J'aimerais être à 9 millions d'abonnés. Mais voilà, faut accepter de faire petit à petit. Mais je pense que déjà, notre pas, il est énorme à partir du moment où on se lance. Et le plus dur, c'est le premier jour. Bien sûr. Tu vois, c'est le premier jour de lancement. Le premier jour d'une nouvelle vie. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu parles, donc je rebondis sur ta créatrice de contenu. Donc maintenant, tu es aussi créatrice de contenu. Ouais. Tu fais des contenus à la fois sur TikTok, Instagram, sur la coiffure, mais aussi des anecdotes de vie personnelle. Comment tu allies ça à ton métier? Comment ça t'est venu? Comment tu as amené ça? Alors, la page Instagram, au départ, ça s'est fait comme tu disais, totalement naturellement pour les clients et tout ça. Voilà, puis après, en fait, au départ, c'était, ok, Instagram, maintenant, ça va être ma vitrine, donc il faut que je montre ce que je fais. Et Clément, lui, il était pas du tout pour se montrer, être sur Instagram. Enfin, lui, il montrait juste ses coupes, et puis voilà. Et rapidement, donc, j'ai coiffé, du coup, des influenceurs. D'accord. Donc, très vite, je suis montée en visibilité sur Instagram. Et ensuite, il y a eu la tendance de faire des diagnostics filmés, donc ce que je fais. Et je prends une copine un peu rigolote, mais rien n'a été calculé, hein, vraiment. Et je dis, viens, on fait un diagnostic pour rigoler. Puis je filme, on filme le diagnostic, et en fait, le diagnostic, hyper drôle. Je l'envoie à une copine à moi qui me fait le montage, et je dis, ouais, tu vois, j'aimerais bien que tu zoomes à des moments que tu trouves intéressants, toi, vu que t'es pas de la coiffure, tu vois, qui te paraissent drôles, et tu coupes des moments drôles, tu vois. Ok, vas-y, pas de problème, je te fais ça. J'étais sur un transat avec ma pote qui était en train de me faire le montage. Hein. On regardait la vidéo, on était morts de rire. Et elle me dit, vas-y, poste-la, tu vois. Je dis, et tout, truc de fou. Je la poste, 2 millions de vues. Et en fait, de là, j'avais déjà posté des trucs TikTok, mais je faisais les trends, tu sais, comme on fait tous un peu. Et en fait, on voit la vidéo qui perce, en fait, et je me dis, mais waouh, truc de fou. Et elle me dit, tu sais que TikTok, il faut que tu postes tous les jours pour monter. Et en fait, de là, tout le monde se prend au jeu de faire des diagnostics, et tous les jours, je poste une vidéo diagnostic, et en étant hyper naturel, quoi. C'est très simple, hein. C'est mon téléphone, posé devant le miroir, et je dis à la cliente, tu fais pas gaffe au téléphone, tu me dis ce que tu veux faire. Il n'y a rien qui est calculé, il n'y a rien qui est monté, et en fait, ça plaît aux gens. Et je me dis, voilà. Et puis après, du coup, je pars au Mondial de la coiffure quelques mois après. Donc, forcément, je commence à faire un vlog. Mais le vlog de ma vie ne marche pas au début. Donc, du coup, ma copine me dit, qui bosse sur les réseaux, elle me dit, non, mais en fait, ta niche, c'est la coiffure. Donc, reste dans la coiffure. Mais bon, la coiffure, tu fais vite le tour, quoi. Et puis, j'avais l'impression d'être ennuyante. Donc, je continue TikTok et Instagram, mais sans me poser trop de questions. Et c'est que l'année dernière, en fait, où je suis invitée par L'Oréal Professionnel au Pro Discovery 2025, où on m'offre la chambre d'hôtel et on me dit, en fait, t'es là pour filmer du contenu. Et donc là, je comprends que je suis créatrice de contenu. Mais jusqu'alors, j'avais jamais mis de nom sur ce que je faisais. Pour moi, c'était des vidéos TikTok rigolotes, quoi. Et je me retrouve dans un univers qui est totalement différent de ce que j'ai l'habitude de ma vie de campagnarde, tu vois. Et là, c'est un peu compliqué aussi de se trouver une identité parce que, à nouveau, tu dois te faire accepter des gens autour et t'es plus dans ton monde imaginaire. Bien sûr. Moi, je m'imaginais être créatrice de contenu, avoir On va faire un peu un Joy Phoenix de l'époque. Ouais, c'est ça, ouais, exactement, tu vois. Mes vidéos sur YouTube et tout ça. Mes tutos wavy, mes tutos coiffage rapide, mes tutos make-up, tout ça.
Et là, tu arrives dans un monde où, allez, rebelote, il faut te refaire accepter et tout. Et ça a été dur, hein. Rebelote, je repleure et tout. Mais je me dis, écoute, Aline, mets-toi dans ta petite bulle, tu vois, et fais ton truc. Et en fait, je fais mon truc de mon côté. Et puis, en fait, je suis en mode, ça marche, c'est bien. Ça marche pas, c'est pas grave. Oui. Moi, le but, c'est de divertir. Et puis de continuer à faire le contenu qui te représente toi. Exactement, c'est ouais. toi, ta façon de faire, c'est pas juste coucou les filles, je vais vous montrer ce nouveau démêlant qui est super bien. C'est pas spécialement ça, mais c'est de faire un truc humoristique et un peu comme tu fais toi, mais en intégrant les choses dedans. Ok, très bien. Et comment ça se passe ces galas-là de L'Oréal? Par exemple, quand t'es invité, tu reçois un message un jour de L'Oréal qui dit bonjour Aline, vous êtes invité. Vous t'es pas prévenu avant, t'as aucun contact qui te fait avant et tout ça. Et genre, comment ça se prévoit? En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'un jour sur Instagram, salut Aline, on organise un Pro Discovery de telle date à telle date. On serait ravis de t'avoir à nos côtés. Peux-tu venir? Voilà. Trop bien. Mais aussi, et là, tu regardes le message, déjà, tu te demandes si le compte, il est pas faux. Et non, en fait, c'est bien L'Oréal qui t'envoie un message, tout ça. Et en fait, après, forcément, en fait, les marques voient que t'es avec L'Oréal, donc qui est quand même L'Oréal, c'est là, sûr. Tu vois. Et en fait, après, tout s'ouvre à toi. Okay. Toutes les marques te contactent, te demandent de faire... t'envoient des produits. Okay. D'un coup, je reçois des box au salon, tu dois filmer, pas filmer, tu sais pas. On te dit, oui, tu peux nous faire du contenu, machin. Moi, ça s'est fait... Alors après, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi, ça s'est fait très naturellement, mais ça, encore une fois, je pense que je l'ai demandé et je l'ai imaginé, parce qu'à un moment donné, je crois que ça faisait 2 ans que j'avais le salon, et je me suis dit, putain, j'aimerais trop, filmer du contenu pour les marques et tout, et 2 ou 3 mois après, je reçois un colis L'Oréal pour filmer, quoi. Enfin, faut toujours s'imaginer sa vie. Exactement. Si tu avais un seul regret sur ton parcours, même si tu en as peut-être plusieurs ou peut-être pas, mais si tu en avais un en priorité, lequel tu choisirais? Oh, putain, je pense que je n'ai pas de regrets sur mon parcours parce que j'ai toujours donné le meilleur de moi-même dans tout ce que je faisais, tu vois. Et dès qu'il a fallu faire quelque chose, je pense que je l'ai fait. Je me suis jamais restreint pour le regard des autres ou pour me dire qu'est-ce qu'on va penser, où est ma place ou quoi. Non, J'ai toujours fait j'ai réfléchi longtemps à cette question et je pense que j'ai pas de regrets. Et j'ai cette phrase qu'on me dit tout le temps, il vaut mieux revivre avec des remords qu'avec des regrets, tu vois. C'est une phrase bateau, mais elle est tellement vraie. Et en fait, je pars du principe que j'ai envie de le faire, je le fais, ou je me donne les moyens de commencer à mettre un pied à l'étrier, tu vois. Très bien. Et si tu avais un conseil de vie à donner aux gens, je sais pas, un petit dicton. Quelque chose que toi, moi, ce que je fais, le mien, c'est aie confiance en toi. Et je me le répète tout le temps quand je suis en train de douter sur quelque chose de ça. Et je me dis, aie confiance en toi. Et je le fais, tu vois. Et est-ce que toi, tu as quelque chose qui te permet de rester motivé ou que quand tu vas mal, te permet d'avancer? Je sais pas, je pense que si je devais conseiller les gens, ce serait imaginez-vous votre vie, tu vois, allez dans les rêves les plus fous et ça va vous mettre, en fait, la vie va vous mettre des pistes devant vous, en fait. Après, et confiance, Non, je sais pas, c'est très bien ce que tu dis. Je sais pas, parce que je suis quelqu'un quand même qui doute énormément, tu vois. Bien sûr, c'est dur. C'est dur, et puis en créant quelque chose, en fait, à partir du moment où tu deviens créateur ou entrepreneur, c'est une remise en question perpétuelle, quoi. Ouais. Mais c'est ça aussi qui est bien. Donc, accepter la remise en question pour avancer, tu vois. Parce que, la vie, en fait, je pense que c'est des montagnes russes. Et en fait, quand je suis en bas, je me dis toujours que ça va remonter, que j'ai quelque chose à apprendre de cette situation-là, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà. Ok, très bien. Mais c'est toujours dur de se remonter le moral. Je comprends. Cette question aussi, j'adore la poser parce que c'est ma psy qui me l'a posée une fois. Ouais. Et que ça a eu un gros impact sur moi, alors j'adore maintenant la poser. Ouais. Si tu pouvais parler à ton toi enfant, qu'est-ce que tu lui dirais? À mon moi enfant, qu'est-ce que je lui dirais? Qui était avec des doutes, peut-être beaucoup de tristesse, de peur et d'incompréhension sur certaines choses.
et que maintenant, si tu pouvais être assis à côté d'elle, qui à une époque qui était peut-être un peu difficile pour elle, lui dire quelque chose. Ben, vu que je me sentais seule, je lui dirais genre t'inquiète pas, ta solitude fera ta force. Parce que je pense que c'est le fait d'être seule aussi qui m'a fait avancer comme ça, parce que j'avais pas de... Par exemple, je pense que j'aurais eu une relation sérieuse avec un projet bébé, tu vois, chose que tout le monde a à mon âge, tu vois. Ben, j'aurais pas avancé de la même manière, tu vois. Un week-end à Paris, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et ça m'aurait mis des bâtons un peu dans les roues. Et j'avais cette peur d'être seule, mais qui finalement, maintenant, j'arrive à passer des moments seuls, tu vois. Donc c'est vraiment genre, t'inquiète pas de ta solitude, garde ta solitude, tu vois. Profites-en. Ouais, profites-en, c'est ça. Très bien. Bon, du coup, question un peu plus légère. Est-ce que tu avais des celebrity crush quand tu étais petite, ou même maintenant encore, des acteurs que tu disais « il est trop beau » ou ça, et que tu aimais bien? Ah ouais, un truc trop beau. Enfin, un truc trop beau. Une chose. Non, moi j'étais amoureuse de Giroud, le joueur de foot. Okay. C'était Giroud par-ci, Giroud par-là, machin. Donc Olivier Giroud. Okay. Et après, David Beckham, mais bon, il est trop pris. Ouais. Ok, mais bon, il faut croire en ça. Voilà. Un jour, il va oui, believe, hein. Voilà. Et est-ce que tu as donc tu as rencontré des personnes, des célébrités maintenant, et que ce que tu fais, est-ce que tu as des anecdotes, une anecdote un peu rigolote à nous raconter avec une personne, une célébrité que tu as eue ou que tu as vécue? Une célébrité, qu'est-ce que j'ai eu? Bah, tu vois, hier, j'étais à côté de Nabila, quoi. Ok. Voilà. Après, oui, des célébrités, j'en vois. Après, je suis trop timide pour aller les voir et pour moi c'est des personnes normales. Enfin, j'ai pas envie de les déranger, non, bien sûr. tu vois. Et puis après j'ai eu Bastos qui est venu dans mon salon. Mais j'étais pas impressionnée, tu vois. Il a agi avec moi comme un pote et c'est quelqu'un de hyper cool. J'ai eu Bastos et j'ai eu Lourua, du coup l'ancienne Miss aussi, qui est venue à mon salon, et c'est des gens qui sont hyper accessible, quoi. J'ai pas d'anecdote rigolote à te proposer, mais ouais, j'ai passé quand même un super bon moment et c'est des gens hyper simples, en fait. On pense que parce qu'ils sont connus et ils sont au-dessus de nous, mais pas du tout. C'est des gens qui ont grandi comme nous Bien sûr. Et ils sont hyper accessibles et c'est ça qui est cool. Ok, très bien. On va passer au texte à trous. Donc, je vais te lire des phrases et tu vas devoir me répondre par le seul mot que tu as par rapport à ça. Donc, quand je repense à mon enfance, le moment le plus mémorable, c'était? Le collège. Ok. Mon pire fou rire jusqu'à présent a été causé par? Quand, avec Marine, ma meilleure amie. Ok. Si je pouvais passer une journée avec n'importe quelle personne, ça serait? Oh, ce serait mon mec. D'accord, ok. Le plat qui me rend instantanément heureuse, c'est? C'est les nouilles chinoises. Ok. Mon endroit préféré au monde où je pourrais rester des heures, c'est? C'est à la montagne. D'accord. La chose la plus improbable que j'ai faite par pur courage, c'est? Attends, parce que en fait, j'en ai fait pas mal, mais c'est de me retrouver en boîte avec des inconnus ce week-end. Ok, très bien. Si j'avais un super pouvoir pour une journée, je choisirais? Ouais, si un super pouvoir, la téléportation. Ouais. Au moins, ça m'arrange, tu vois. Ouais, la flemme de faire les trajets. De ouf, je comprends. Je perds trop de temps. Je comprends. L'objet dont je ne peux absolument pas me passer, c'est? Mon doudou. Ok, très bien. Je l'ai pris avec moi tout le temps. Tant mieux. Parce que je sais que c'est hyper important. Et franchement, ça, les doudous, alors, j'en ai pas. Ouais. Mais j'en ai un. Enfin, j'en ai pas. Je dors pas avec un doudou. Mais j'ai un nounours un Teletubbies. Tu te rappelles les Teletubbies? Oui, oui. Un doudou Teletubbies que m'avaient offert mes parents quand j'étais petit. Ouais. Et en fait, comme je te disais, mon imagination. Ouais. Et en fait, ce doudou-là était un joueur de foot. Ah oui. Et je jouais au foot avec lui, avec tous mes doudous. Et lui, c'était le meilleur joueur du monde. Oui, voilà, et donc, forcément. du coup, il continuait ça. Et en fait, quand je suis parti à faire mes études, tout ça,
ça, je me suis dit, est-ce que je le prends ou pas? Et, ouais. Et en fait, je l'ai pris. Mais lui, il a une boucle d'oreille à l'oreille parce qu'en fait, il a fait un maillon de chaîne de ma mère j'avais mis à l'oreille parce qu'à l'époque, c'était super classe d'avoir une boucle d'oreille quand les joueurs de foot avaient beaucoup de Tu boucles d'oreille. l'avais remasterisé, quoi. Et donc, j'avais remasterisé avec un maillot dessus et tout ça. Et du coup, il est à la maison et il est dans l'endroit où je fais le podcast. Excellent. Et je me dis, c'est mon repère, entre guillemets, tu vois, c'est de lui que c'est parti. Ah ouais, moi, ouais, d'où je comprends. Mon pire moment embarrassant, mais que je peux raconter maintenant sans honte, c'est... oui, j'ai dû m'arrêter au bord d'une route pour faire la grosse commission. Ok, d'accord. La chose que je fais toujours pour me remotiver quand ça va mal, c'est... Je danse. Ok, parfait. Bon, on arrive à la fin du podcast. Ouais. Maintenant, on va parler du futur. Qu'est-ce que tu imagines faire dans 5 ans? Comment tu imagines ta vie? Alors, avec toi, ça va être simple parce que tu l'imagines. Donc, voilà. Comment tu t'imagines ta vie dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, j'aurai 30 ans et je me suis toujours dit qu'à 30 ans, j'arrêterai de travailler. Alors, du coup, plus on se rapproche, plus je me dis, ça va un peu reculer. 35 ans. Peut-être 35. Donc, dans 5 ans, je me vois avoir du coup plusieurs salons. Okay. Ça, c'est vraiment mon objectif là, bientôt. Donc, c'est avoir plusieurs salons et me permettre en fait de retrouver une vie à côté de mon travail. Parce que là, je fais quand même du 50 heures semaine et ouais, je me vois, tu vois, avec peut-être ma petite famille, pourquoi pas, tu vois, et une vie un peu plus normale. Ok, très bien. Ouais. Et quel conseil tu veux te donner à ton futur toi? Ben, de pas lâcher, tu vois, parce que en fait, là, je suis en mode, si je ralentissais un peu, ce serait pas mal, mais du coup, je me ferme un peu des portes, tu vois, et je suis vraiment entre deux de me dire, est-ce que je continue ma machine à presque m'essouffler, ou est-ce que je ralentis, tu vois, et j'ai envie de me dire, non, Aline, vas-y, garde la pêche, quoi, tu vois. Regarde, crois-y. Ouais, on va aller loin ensemble. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. On finit par la question du questionnaire de Proust. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est le questionnaire de Proust. Proust, non. Il a écrit un questionnaire, donc c'était dans les années début 1900 ou fin 1800. Il a écrit un questionnaire avec des questions qui étaient un peu des questions d'ordre général. Et il a écrit une vingtaine de questions donc, que j'ai remasterisées aujourd'hui parce qu'il y avait, par exemple, quel est mon fait d'armes préféré. C'est compliqué à dire aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, voilà, donc là, ici, tu as une vingtaine de questions. Un peu au tirage au sort, et tu vas en piocher une et répondre à cette question-là. Ok, sur genre l'histoire? Non. Ah non. Oh, j'ai eu peur, hein, parce que moi, je suis pas très douée. Pas sur l'histoire. C'est pour ça que j'ai enlevé les choses d'histoire, des choses qui sont compliquées, mais c'est des questions très bateaux, mais qui sont simples à répondre. Mais Ah, la couleur que je préfère Ah ben c'est le rose. Ok. C'est très girly. Très girly. Ouais. Ok. J'en pioche qu'une? Bah oui, tu en pioches qu'une. C'était la question du questionnaire de Proust. Voilà, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as une personne que tu voudrais que je reçoive dans ce podcast? Une personne... Oula, alors attends, ça je l'ai pas préparé. Une personne... Ouais, j'aimerais bien que tu reçoives Ophélie de la com d'Ophé. Qui m'a fait beaucoup de montage et tout. C'est quelqu'un qui a un parcours de vie aussi assez cool et c'est une entrepreneuse et je pense qu'elle habite dans le coin. Ouais, elle habite au Thor. Désolée, le Thor. Et elle a monté son business et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Ok. Et je l'adore, ma petite Ophé. D'accord, bah écoute, je vais la contacter. Voilà, donc Ophélie, ramène-toi ici. Parfait. Bah, écoute, est-ce que ça s'est bien passé? Ouais, super. Parfait. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager les personnes que vous souhaiterez aussi qu'on interviewe dans ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Merci encore Aline. Merci à toi de m'avoir reçu. À bientôt tout le monde. Et puis à bientôt. Au prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao. J'ai pas oublié mon cerveau. Non, c'est bon, tout va bien. Parfait. Ah, si tu l'as. Heureusement qu'on filme pas les backstage. Hein? Heureusement qu'on filme pas les backstage. Tu sais que je me suis posé la question de savoir si ça serait pas bien que je fasse, Comment t'installes ton setup? Comment on fait un podcast? Enfin, tu sais quel matériel j'ai, comment je fais moi mon truc. Ah oui, ouais, ça peut être pas mal. J'avais commencé à écrire les backstage entre guillemets, tu vois. Et au final, je me suis dit bon, on va voir. Mais en fait, il faut que tu sois grave spontané, genre te pose pas de questions, vas-y.
Mais vraiment, ah ouais, non mais je te jure. Genre, t'as envie de faire ça, ben fais-le. Hop là. Waouh, ça fait très star. Par contre, du coup, Oui. si tu me vois pas te regarder, parce que je suis en train de regarder les caméras, ne t'inquiète pas, je t'écoute toujours. Ah oui, d'accord, ok. Non, parce que je préfère le dire parce que des fois, il y a des gens qui s'arrêtent et me disent il y a un problème. Tu dis non, il n'y a pas de problème, oui, continue. Ouais. Donc c'est juste pour regarder si tout est bien, si les caméras sont bonnes. Hop, là, est-ce que là on est bon? Alors, moi, j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas d'ici. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Là, je t'ai fait plein de hooks. Hein. Genre, j'ai pas mes lunettes, je vois rien, tu peux couper. Ah là là. Ça, ok. Ça, ok. Là, je te sers de l'eau. Ça. Donc, te stresse pas. Comme je t'ai dit, il y a du montage. Donc, si tu veux refaire à un moment donné, tu refais. Si tu veux faire autre chose, tu refais. Il y a aucun... c'est surtout que quand je parle, je fais beaucoup de... Voilà. Je cherche mes mots, tu vois. Donc, Et par exemple, si à un moment donné, tu sais pas trop quoi répondre, tu prends le temps de réfléchir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, si tu as 1 minute où on dit rien, on est comme ça, je m'en fous, hein, ça sera coupé. Donc, ça fera fluide quand tu le feras. Donc, te stresse pas. Si à un moment donné, tu dois reprendre, tu reprends. Si à un moment donné, il faut qu'on fasse différemment, on fait différemment. Donc, vraiment, aucun problème sur ça. Il n'y a pas de temps limite. Donc, te stresse pas. En soi, en gros, si on peut faire 1h30, ça serait parfait. Enfin, entre 1h et 1h30, ça serait parfait. Si ça dure plus, ça dure plus. Après, c'est comme ça, c'est pas grave. Ok. Ça marche. Donc, voilà. Ce que je vais te faire, c'est qu'après, tu vas prendre ça. Tu vas faire coucou, c'est Aline. Et on parle de moi aujourd'hui, Schlack. Ok. Et après, entre guillemets, la vidéo commencera. Moi, je vais te faire une vidéo de présentation en te présentant et tout ça. Et après, je vais te dire. Ouais, ça, tu mets un début de vidéo. Et quand je fais ça, la vidéo démarre. Oui, voilà, le fais un montage comme ça. Oui, c'est ça. Genre, tu fais ça et après, tu me poses la première question. De toute façon, les questions, elles sont coupées dans ton montage? Non, bon, on s'en fout. Non, ça va faire comme ça. Ouais, ok. Donc, tu dis... je vais te dire coucou Aline, comment ça va? Tu vas dire ça va très bien. Allez, je dis vas-y, on peut commencer. Et là, toi, tu fais salut. Ah, ok, tu fais d'abord un truc Moi, je fais une petite intro avant. D'accord. Et après, on fait ça. Ok? Ok. Allez, c'est parti. Attends, 2 secondes. Juste, est-ce que tu me fais toutes les questions comme ça ou est-ce que genre je peux raconter tout d'un fil? Tu fais ce que tu veux. Ah, ok. C'est juste que toi, après, tu t'adaptes? Moi, je vais m'adapter Ok. et il y aura peut-être des questions que je vais te poser qui ne sont pas là-dedans. Et il y a peut-être des questions là-dedans que je ne vais pas te poser. Ah, ok, bon, parfait. Mais on va suivre, toi, ce que tu vas faire, par contre, par de l'enfance. Tu ne me parles pas maintenant du lycée, quoi. Ouais, ok. Donc, ça, oui, alors, moi...